Aujourd'hui, je me sens un peu lunatique, mais je vais décrocher la lune pour vous. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to... Les Romains l'appelaient Luna. La lune est le phare de l'humanité. Elle a permis à l'homme de se repérer, elle a permis aux premiers agriculteurs de mesurer le temps. Mais c'est quoi la lune ? La lune, c'est notre seule lune, enfin satellite naturel. Il y en a plus de 150 dans le système solaire, par exemple Jupiter en a 62. Mais bon, 62, ils ne font pas tous la taille de la lune, hein. Certains sont plus grands, certains sont plus petits. On la représente souvent comme très proche de la Terre. En réalité, la Terre a un diamètre de 12 700 km et la Lune de 3 474 km. En distance, il y a 384 400 km. Essayons de représenter ça à petite échelle. Voici la Terre à l'échelle. Enfin, c'est un ballon de foot, mais c'est la Terre à l'échelle. On va la poser ici. À la même échelle, la Lune fait la taille de cette balle de tennis. À quelle distance, selon vous, se trouve la Lune de la Terre? Bah, loin. Allons-y. Encore. Encore. Ici. Elle se trouve ici, à 6,6 mètres de la Terre. Elle fait le tour de la Terre en une trentaine de jours. Sa distance varie entre 363 100 km à la périapside et 405 700 km à l'apoapside. On appelle ça une orbite elliptique. Du fait de sa rotation synchrone avec la Terre, elle nous montre toujours la même face. Cependant, du fait de cette orbite elliptique et de son inclinaison, on peut observer deux phénomènes de libration, en longitude et en latitude. La libration en latitude est la conséquence de son inclinaison d'orbite à 6,7 degrés. C'est-à-dire que successivement, on peut voir un peu plus de son pôle sud ou un peu plus de son pôle nord. On peut l'illustrer ainsi. Voici la Terre, la Lune. Son inclinaison d'orbite est légèrement inclinée, ce qui fait que parfois elle est un peu plus haute, parfois elle est un peu plus basse. Et du coup, pour l'observateur qui est ici, quand elle est un peu plus haute, on voit un peu plus de son pôle sud, et quand elle est un peu plus basse, on voit un peu plus de son pôle nord. La libration en longitude, elle, est due à son orbite elliptique. Sa vitesse orbitale autour de la Terre varie avec sa position sur son orbite. Plus elle est proche de la Terre, plus sa vitesse orbitale est rapide. Sa vitesse de rotation, elle, est constante. Cela donne lieu à de légers décalages qui permettent successivement d'apercevoir 8 degrés de la face cachée à l'ouest à l'apogée et 8 degrés de la face cachée à l'est à la périgée. Sa face cachée, elle, a été observée par de nombreux satellites. En réalité, les différentes phases lunaires qu'on peut voir depuis la Terre sont les mêmes à l'inverse sur la face cachée. Par exemple, en phase de pleine lune, c'est-à-dire quand nous voyons totalement le disque lunaire depuis la Terre, la face cachée est totalement dans le noir. Inversement, en phase de nouvelle lune, c'est-à-dire quand nous ne voyons pas le disque lunaire, la face cachée est totalement éclairée. Assez tôt dans notre histoire, les hommes ont utilisé la lune comme indicateur de temps. Le calendrier musulman, par exemple, est un calendrier purement lunaire. Une année est composée de 12 mois lunaires ou synodiques, de 29 ou 30 jours. Contrairement à la plupart des autres calendriers des autres cultures, comme le nôtre, le calendrier grégorien, qui prend en compte la position du soleil, une année musulmane ne comporte donc pas autant de jours, ce qui engendre une différence d'année avec notre calendrier. La nouvelle lune du 9e mois du calendrier musulman indique également le début du ramadan. Du côté judéo-chrétien, on utilise toujours aujourd'hui le calendrier grégorien. Ce calendrier, bien que solaire, c'est-à-dire basé sur la position du soleil dans le ciel, comporte des mois d'environ 30 jours car à l'époque de son instauration, il fallait donner un référentiel aux agriculteurs et populations rurales. Un mois équivaut donc à une lune environ. La lune comporte 8 phases. On a d'abord la nouvelle lune, puis ensuite vient le premier croissant, ensuite encore la demi-lune ou premier quartier. On continue encore, on en arrive à la croissante gibbeuse, c'est-à-dire en 3/4. On continue encore, on arrive à la fameuse pleine lune. On continue encore et encore et encore. On arrive à la décroissante gibbeuse. Puis vient une autre demi-lune, le dernier quartier. Et enfin arrive le dernier croissant. Et au final, on en revient ici, au bout de 29 jours et demi, à une nouvelle lune. Ce que nos ancêtres appelaient des lunes. Mais aujourd'hui, on appelle ça des mois synodiques. Ça fait moins classe. La phase la plus emblématique restant quand même la pleine lune. La pleine lune a depuis toujours eu un effet direct sur la faune et les premiers chasseurs, agissant comme un projecteur dans la nuit. Elle a aussi façonné des croyances comme des hommes se transformant en loups-garous les jours de pleine lune. De nombreuses légendes urbaines attribuent également à la pleine lune des propriétés spéciales avec des effets sur le linge, le comportement humain. Mais bon, c'est des légendes.
Les autres phases ont notamment contribué à aider les premiers voyageurs et navigateurs pour s'orienter, les phases indiquant la position du soleil et son mouvement indiquant l'est ou l'ouest quand le soleil n'était pas présent. Mais ce n'est pas tout. La Lune est aussi à l'origine des marées. C'est un phénomène gravitationnel. La Lune attire l'eau, mais aussi la croûte terrestre vers elle du fait de sa masse et de sa proximité. Avec la force centrifuge générée par la rotation de notre planète, fait également apparaître une autre marée de l'autre côté de notre planète. Un avantage pour certains animaux qui se sont très tôt servis de ce phénomène pour se créer des abris contre les prédateurs. Vous allez me dire que j'ai oublié de vous parler des éclipses. Bah, fallait juste attendre. Il y a deux sortes d'éclipses impliquant la Lune et le Soleil qu'on peut observer. La très célèbre éclipse solaire que tout le monde connaît et l'éclipse lunaire, moins connue car moins spectaculaire. L'éclipse solaire, c'est quand la Lune passe devant le Soleil et produit une ombre sur la Terre. Ça ne se produit qu'en phase de nouvelle Lune, puisque, vu que le Soleil est là, la face cachée est complètement éclairée. Et donc, pour un observateur qui serait, je sais pas, par exemple ici, ça donne quelque chose comme ça. L'éclipse lunaire, c'est quand la Lune entre dans l'ombre de la Terre. Elle se produit uniquement en phase de pleine Lune et si l'alignement des trois corps le permet. La Lune peut prendre une couleur très cuivrée, ce qu'on appelle une lune rousse. Mais je développerai pas plus de choses sur les éclipses pour le moment, parce que ce sera le sujet d'un prochain épisode. Mais d'où vient la Lune ? La télémétrie laser consiste à envoyer un faisceau laser en direction de la Lune. Des réflecteurs ont été posés par les astronomes des missions Apollo. Le faisceau est donc réfléchi en direction de la Terre et vu qu'on connaît la vitesse du laser, c'est-à-dire la vitesse de la lumière, 300 000 km/s, on calcule ensuite le temps qu'il a mis à faire l'aller-retour. Grâce à un télémètre laser, on a remarqué que la Lune s'éloigne de nous de 3 cm par an environ. Selon une des nombreuses théories sur la formation de la Lune, il y a plus de 4 milliards d'années, un objet d'une taille comparable à Mars a heurté la Terre qui était alors en pleine formation. Un choc énorme. La collision a changé la vitesse de rotation de la Terre et a projeté dans son orbite une énorme quantité de matière qui, avec le temps, s'est agrégée pour former une Lune. Pour le moment, c'est la théorie la plus acceptée par le monde scientifique, en attendant de nouvelles données. Mais de quoi elle est faite la Lune ? La Lune n'a pas d'atmosphère, le ciel est donc toujours noir, même en plein jour. La température varie en surface entre 120 degrés Celsius le jour et moins 170 degrés Celsius la nuit. La surface est recouverte de poussière, de la régolithe, générée par des bombardements intensifs d'objets, des météorites, des comètes. Et cette poussière est très magnétique et collante. D'ailleurs, les astronautes des missions Apollo en étaient couverts. Une plaie. En parlant de bombardement, si on regarde la face cachée de la Lune, on remarque qu'elle a bien plus de cratères que la partie visible. C'est dû au fait qu'elle est bien plus exposée à l'espace, puisque la face visible étant tout le temps face à la Terre, est protégée entre guillemets par celle-ci. Du côté de la face visible, certains impacts ont créé de grands bassins qui ont été ensuite recouverts par la lave qui se trouvait sous la surface. En se refroidissant, les bassins ont noirci, donnant naissance à des marias, c'est-à-dire des mers. Les anciens astronomes pensaient en effet que ces taches sombres étaient des océans, sauf qu'il n'y a pas d'eau. Les impacts ont aussi créé des montagnes de plusieurs milliers de mètres autour des cratères. À l'intérieur, on trouve d'abord sa croûte, dont l'épaisseur va de 50 à 100 km. Ensuite vient le manteau, dont l'épaisseur peut aller jusqu'à 1000 km. Et enfin, le noyau, chauffé à 1500 degrés, qui contient principalement du fer et du nickel. Beaucoup d'hypothèses sont encore avancées sur les activités volcaniques, sismiques et thermiques de la Lune. Ce dont on est sûr, c'est que notre satellite n'est pas un astre mort comme on a pu le croire il y a bien longtemps. Les missions habitées et non habitées vers la Lune et son activité géologique seront abordées dans d'autres épisodes de Stardust dans le courant de l'année. Un épisode sur les éclipses solaires et lunaires est également prévu.